1er septembre 1923, Tokyo. 11h58. Un puissant tremblement de terre de magnitude 7.9 secoue brutalement la région de Kanto, qui englobe Tokyo et Yokohama. En quelques secondes, les deux villes sont dévastées. Des milliers de personnes cherchant à fuir les décombres se rassemblent dans les zones ouvertes, mais beaucoup périssent dans les incendies qui ravagent tout sur leur passage. Au total, plus de 140 000 personnes perdent la vie. 17 janvier 1995, 5h46 du matin, la ville de Kobe est soudainement secouée par un tremblement de terre de magnitude 6.9. En moins de 20 secondes, le sol se déchire et la ville portuaire, autrefois prospère, est réduite à un champ de ruines avec un bilan de 6 437 morts et plus de 43 000 blessés. 11 mars 2011, 14h46, un séisme de magnitude 9.1 frappe la région de Tohoku, au large de la côte nord-est du Japon. En quelques instants, la terre tremble violemment, provoquant des secousses qui se font ressentir jusqu'à Tokyo, à 370 km de l'épicentre. Ce séisme, le plus puissant jamais enregistré au Japon, libère une énergie colossale qui déplace le fond de l'océan, déclenchant un tsunami d'une ampleur sans précédent qui inondera la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, provoquant une crise nucléaire majeure. En l'espace d'à peine quelques heures, la région de Tohoku est plongée dans le chaos, faisant monter le compteur à plus de 18 000 morts et disparus. 8 août 2024, 16h43, un tremblement de terre de magnitude 7.1 frappe la région de Miyazaki. Ce séisme, bien que relativement modéré par rapport aux standards japonais, résonne comme un avertissement, annonçant quelque chose de beaucoup plus grand. Le Japon, malgré son aspect paisible et la splendeur de ses paysages, doit composer avec des forces naturelles qui peuvent se déchaîner à tout moment. Suite au séisme du 8 août, dont vous avez certainement entendu parler au vu de sa portée médiatique, les autorités japonaises ont émis pour la première fois une alerte concernant un méga séisme potentiel dans la fosse de Nankai, qui est une zone située juste au sud de l'île principale, Honshu. La fosse de Nankai, c'est l'endroit où deux plaques tectoniques majeures, la plaque eurasienne et celle des Philippines, se rencontrent. C'est une zone qui est particulièrement propice aux séismes dévastateurs, et un méga séisme, également appelé par certains le Big One, d'une magnitude potentielle de 9, similaire donc à celui de 2011, pourrait subvenir à tout moment. Imaginez l'ampleur des dégâts, des tsunamis de 30 mètres frappant les côtes, des villes entières dévastées, des centaines de milliers de vies bouleversées. Le dernier séisme majeur dans cette zone, il remonte au 21 décembre 1946 avec une magnitude de 8, et ce séisme-là, il avait déjà déclenché un tsunami qui causa des destructions massives et fit environ 1330 victimes. Selon les experts, il y a 70 à 80% de chances qu'un nouveau tremblement de terre massif, comme celui-ci, se produise dans les 30 prochaines années. C'est donc un avenir incertain que les Japonais appréhendent avec calme et résilience. Mais comment est-ce qu'on se prépare à une catastrophe d'une telle ampleur, et comment un pays tout entier anticipe-t-il l'inévitable? Bien écoutez, je vous laisse vous préparer votre petit café des familles, car aujourd'hui je vous propose d'explorer ces questions cruciales et de plonger dans la réalité quotidienne de cette épée de Damoclès suspendue au-dessus du Japon. « 95, ça c'est le nombre de sociétés au moment où je vous parle qui ont récupéré diverses informations personnelles sur moi, comme mon nom, mon adresse, mes goûts, ma famille, ma santé, mes coordonnées personnelles. Tout autant de sociétés dont personnellement je n'ai jamais entendu parler, et pourtant elles ont certainement plus d'informations sur moi que ma propre mère. Et ces fameuses sociétés, qu'on appelle des courtiers en données, elles ont en quelques années fait fructifier leur business en récoltant les données des gens sur internet dans le monde entier, au point de peser aujourd'hui plus de 200 milliards de dollars. Autant vous dire que je pourrais en acheter des couches avec ça. Mais heureusement, la loi elle est de notre côté, et grâce à la RGPD en Europe par exemple, on a le droit de demander à faire supprimer toutes nos données. Sauf que je pense que vous vous en doutez, ces sociétés-là, elles ont rendu la chose le plus complexe possible, ce qui fait que ça peut prendre des semaines, voire même des mois pour une seule démarche. Je vous rappelle que j'en ai 95, mais c'est donc là qu'entre en jeu Incogni. Incogni, c'est simple, ils vont se charger de faire toutes les démarches pour vous, et donc supprimer vos informations des bases de données de ces entreprises. Donc en gros, vous de votre côté, vous avez juste à vous inscrire, et eux, ils s'occupent de tout. Moi par exemple, sur les 95 entreprises qu'ils ont trouvées, ils ont déjà fait supprimer mes infos de 71 d'entre elles. Et encore une fois, j'ai rien eu à faire. Tout ça pour dire que si vous aussi vous voulez faire le grand ménage dans vos informations personnelles, je vous recommande chaudement Incogni, à savoir que si vous passez par mon petit lien dans la description ou si vous utilisez mon code MITSU, vous pourrez bénéficier de moins 60% sur leur abonnement à l'année. Donc encore une fois, un grand merci à Incogni pour leur confiance, et nous, on retourne à la vidéo. Bon, alors avant tout, il faut qu'on revienne aux bases. Le Japon, bien plus qu'un simple archipel, c'est en réalité l'un des endroits les plus sismiquement actifs de la planète. Mais qu'est-ce qui le rend aussi vulnérable au séisme, vous me direz? Pour comprendre ça, il faut d'abord plonger sous la surface. Littéralement. Le Japon, il repose à la jonction de 4 plaques tectoniques majeures. Imaginez ces plaques comme des morceaux de puzzle géants qui bougent lentement, mais avec une force
colossales. Et au Japon, ces plaques, elles sont en perpétuel mouvement, se frottant, se chevauchant et parfois se percutant violemment. La plaque Pacifique, par exemple, elle se déplace vers l'ouest et s'enfonce sous la plaque eurasienne à une vitesse de plusieurs centimètres par an. Alors oui, dit comme ça ne semble pas beaucoup, mais sur des millions d'années, c'est suffisant pour provoquer des séismes d'une magnitude dévastatrice. Et pour comprendre ça, il faut imaginer, si vous voulez ça, comme un ressort que vous allez doucement comprimer. À un moment donné, la pression elle devient tellement forte que le ressort se libère d'un coup. C'est un peu ce qui se passe avec les plaques tectoniques. Sauf que ce fameux coup, il peut parfois libérer l'énergie de plusieurs milliers de bombes atomiques. Et puis il y a la fameuse fosse de Nankai, dont beaucoup d'entre vous ont certainement découvert l'existence récemment avec l'actualité, qui est l'une des zones de subduction les plus dangereuses du monde. C'est-à-dire que la fosse de Nankai, c'est pas seulement une faille sous-marine, comme la fosse des Mariannes par exemple, qui est d'ailleurs au passage la fosse la plus profonde connue à ce jour, et par extension l'endroit le plus profond de la croûte terrestre. Et en bon thalassophobe que je suis, je vous avoue que ça me fait peur rien que d'y penser. Non, la fosse de Nankai, qui signifie mer du Sud en japonais, elle est connue pour générer des séismes de magnitude 8 à 9, capables de causer des destructions massives et de déclencher des tsunamis dévastateurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction de la vidéo, le dernier séisme majeur dans cette zone, il remonte au 21 décembre 1946, et il amènera avec lui un tsunami destructeur pour un bilan de 1330 victimes. Et le truc, c'est que malheureusement, l'histoire nous a appris que ces événements, il se répète environ tous les 100 à 150 ans. Donc oui, selon les experts actuels, le fameux méga-séisme, aussi connu sous le joli petit nom de Big One, c'est pour bientôt. Et si on pousse un peu, si on est complètement pessimiste, on peut aussi se dire que le Japon étant composé majoritairement de montagnes et de volcans, un méga-séisme dans cette région pourrait également déclencher des événements catastrophiques supplémentaires, comme l'éruption de certains volcans. Même le mont Fuji, bien que dormant actuellement, il n'en reste pas moins actif, et pourrait très bien se réveiller si les secousses étaient suffisamment fortes. Donc imaginez une seconde le chaos, séisme, tsunami, éruption volcanique. Alors oui, dit comme ça fait très scénario de film catastrophe de Roland Emmerich, mais c'est aussi une réalité potentielle que l'on se doit de prendre au sérieux. Et croyez-moi que le gouvernement japonais, lui, il en est très conscient. Et pour finir, en plus des séismes classiques, il existe un autre phénomène intriguant qu'on appelle les séismes lents. Ça, c'est lorsque les mouvements tectoniques qui progressent à une vitesse beaucoup plus lente que les tremblements de terre normaux, sans provoquer forcément de secousses violentes. Alors, à première vue, on pourrait se dire que ça va, c'est inoffensif. Mais dans la réalité, ces séismes lents, ils peuvent en fait relâcher d'un seul coup une partie de la pression qu'ils ont accumulée. Et ils peuvent aussi préparer le terrain pour un séisme qui, lui, sera beaucoup plus puissant. Et c'est ça qui a causé les inquiétudes récentes du Japon avec le tremblement de terre de Miyazaki qui a déclenché une série de séismes lents dans la région de Hyōgonada, près de la fosse de Nankai. Et bien que ces séismes lents, ils causent pas de dégâts immédiats, les mouvements ils sont surveillés de très près par les sismologues parce qu'ils pourraient annoncer quelque chose de beaucoup plus grave. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre ce que signifie réellement l'alerte récente qui a été émise par le Japon. C'est pas pour dire qu'un séisme va se produire, mais plutôt pour avertir que les conditions sont propices à un événement de grande ampleur. C'est un peu comme si la nature elle-même nous envoyait un avertissement en nous disant « Restez vigilants ». Et c'est là que j'aimerais faire rapidement une petite parenthèse et parler de la couverture de l'événement par les médias en France. Alors, je vais pas vous mentir, la couverture des séismes au Japon en France, elle a tendance à être un peu, disons, anxiogène. Les journaux, ils parlent souvent de ces événements avec un ton ultra alarmiste, ce qui est en soi compréhensible. Mais en voulant pousser à ce point le côté sensationnaliste, ça peut aussi créer une grande inquiétude chez ceux qui ont des proches qui vivent au Japon. Et là, je vais parler un peu de mon cas personnel, mais je me souviens encore très bien du jour où je suis venu pour la première fois ici, le jour même du séisme de 2011. Et je me souviens que ma mère était terrifiée non seulement par l'événement lui-même, mais aussi par la manière dont les médias français en parlaient, s'ajoutant au traumatisme qu'elle ressentait déjà. Et ce traumatisme-là, chez ma mère, il revient au galop à chaque fois que certains médias français font leur beurre sur le côté archi-sensationnaliste des catastrophes naturelles dans le monde, et surtout au Japon, même quand ça n'a pas lieu d'être. On l'a d'ailleurs vu avec l'alerte au méga-séisme, mais aussi avec le typhon récent. Donc, je sais très bien que ma voix de petit youtubeur, elle portera certainement pas jusqu'aux différentes maisons de presse, mais quand vous traitez ce genre de sujets, qui sont encore une fois très importants à traiter, faites juste attention à pas trop en rajouter sur le côté pathos, et aussi si possible à éviter les fake news. Parce que personnellement, je me rappellerai toujours des images de Sendai dévastées par le tsunami en 2011, et titré Tokyo à la télévision française. Fin de la parenthèse. Mais donc voilà, comprendre pourquoi le Japon est si vulnérable au séisme, c'est aussi comprendre la danse lente mais inévitable des plaques tectoniques sous nos pieds. Une danse qui peut parfois se transformer en une tragédie dévastatrice. Mais donc, face à tout ça, comment réagissent le Japon et les Japonais, et surtout, comment on se prépare, parce que oui, je m'inclus dedans, à affronter ce type de catastrophe.
Le Japon, c'est l'un des pays les mieux préparés au monde en matière de séismes et de catastrophes naturelles en général. Et cette préparation, c'est le fruit de décennies d'apprentissage tirés des tragédies passées. Mais comment un pays tout entier se prépare-t-il à affronter l'inévitable? Comment cette préparation, elle est intégrée dans la vie quotidienne des Japonais? Eh bien écoutez, on va tenter d'explorer en détail les différentes stratégies mises en place, des infrastructures aux technologies, en passant par les pratiques communautaires. Et pour commencer, parlons des infrastructures, qui sont peut-être la partie la plus visible de la préparation du Japon. Après le séisme dévastateur de 1923 à Tokyo, les normes de construction antisismique, elles ont été introduites pour la première fois, et depuis elles n'ont cessé d'évoluer. Par exemple, je vous en avais déjà parlé lorsqu'on avait emménagé dans cette maison, qui date de 1983, mais les bâtiments construits après 1981 doivent respecter certaines normes, qui sont de non seulement résister à des tremblements de terre de magnitude 7, mais aussi de rester fonctionnels après l'événement. Alors, ça signifie pas qu'ils s'en sortiront indemnes, mais plutôt qu'ils ne s'effondreront pas, protégeant ainsi au maximum la vie des personnes qui y habitent. Les technologies antisismiques sur lesquelles le Japon est sans surprise devenu leader au niveau mondial, elles jouent également un rôle crucial. Par exemple, le Japon il a mis en place ce qu'on appelle des systèmes d'isolement en bas, qui permettent donc aux bâtiments de se découpler du sol, réduisant ainsi les dommages lors des secousses. Des pads en caoutchouc sont installés sous les fondations, absorbant une grande partie de l'énergie du séisme et empêchant donc le bâtiment de subir des mouvements brusques. Et pour ceux qui se posent la question, oui, ce sont ces technologies qui sont particulièrement utilisées pour les gratte-ciel dans les grandes villes comme Tokyo ou Osaka. D'ailleurs, c'est cette avancée technologique japonaise au niveau parasismique qui permet à une grande partie de la population d'être rassurée, avec d'énormes guillemets, en ce qui concerne l'arrivée de séismes. Car dans la grande majorité des cas, et on a pu le voir en 2011, les immeubles sont construits de manière à ne pas s'effondrer. Mais au-delà des bâtiments, le Japon il a aussi investi massivement dans ce qu'on appelle les systèmes d'alerte précoce. Mais si vous savez, c'est la fameuse alerte sur le téléphone qui t'arrache les oreilles et qui te fait souvent beaucoup plus peur que le séisme en lui-même. Mais il faut savoir que ce réseau d'alerte sismique japonais, c'est l'un des plus avancés au monde, parce qu'il peut envoyer des notifications aux résidents plusieurs secondes avant que les secousses ne soient ressenties, leur donnant donc un temps précieux pour se mettre à l'abri. D'ailleurs, dans le cas de gros séismes, cette alerte elle est non seulement diffusée via les téléphones mobiles, comme on l'a dit, mais aussi par des systèmes de haut-parleurs installés dans les villes et les villages, et même parfois par des drones dans certaines régions comme Sendai. Ces drones, qui volent automatiquement en cas de séisme ou d'alerte tsunami, ils diffusent des messages d'évacuation pour guider les habitants vers les zones les plus sûres. Et ça, c'est d'ailleurs lié à l'une des innovations les plus prometteuses qu'on appelle le GNSSA, pour Système Global de Navigation par Satellite Acoustique. Alors oui, dit comme ça, c'est un charabia total, mais si vous voulez, c'est une technologie qui est développée pour surveiller les mouvements sous-marins dans des zones à haut risque, comme la fosse de Nankai dont on a parlé tout à l'heure. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, les chercheurs, ils explorent de nouvelles façons d'utiliser l'intelligence artificielle, encore elle, pour prédire les séquences de répliques sismiques, ce qui pourrait permettre d'anticiper les répliques les plus puissantes après un séisme majeur, offrant ainsi un avantage crucial pour l'évacuation et la mise en place des secours. Donc on peut voir que oui, le Japon, maintenant habitué au caractère imprévisible de sa nature, il a su apprendre de ses traumatismes passés et ne cesse de faire évoluer les moyens technologiques à sa disposition pour prévenir au mieux des futures catastrophes. C'est d'ailleurs grâce à tout ça que le dernier gros séisme en date n'a fait que 18 000 victimes. Ce qui est bien sûr énorme et déjà beaucoup trop, mais au final très peu lorsque l'on prend en compte la puissance du séisme et quand on le compare à d'autres pays moins préparés qui ont subi des séismes ces dernières années. Mais qu'en est-il des gens, vous me direz? Parce qu'on a beau avoir des immeubles qui tiennent debout et des drones qui sonnent l'alerte, si on n'est pas préparé soi-même, c'est dur de savoir réagir dans un moment de chaos total. Et bien c'est là qu'entre en jeu une autre pierre angulaire de la préparation du Japon, les exercices d'évacuation. Chaque année, le 1er septembre, qui marque l'anniversaire du séisme du Kanto en 1923, les exercices massifs sont organisés à travers tout le pays. Ces exercices, ils se limitent pas aux simulations de tremblements de terre d'ailleurs, ils incluent aussi des scénarios de tsunami ou même encore d'éruptions volcaniques, parce que comme on l'a dit, un grand séisme pourrait également déclencher des éruptions, comme celle du mont Fuji. Que ce soit les écoles, les bureaux, des quartiers entiers participent à ces exercices, et les enfants apprennent dès leur plus jeune âge les gestes à adopter en cas de séisme, à tel point que c'en est aussi logique pour un petit japonais que de regarder à droite et à gauche avant de traverser. D'ailleurs, j'ai pu récemment visiter avec Sora et Adeline le centre d'éducation à la prévention des catastrophes pour les citoyens, qui est situé pas très loin de la Skytree à Tokyo, et sincèrement, je vous conseille à tous d'y aller au moins une fois, surtout que c'est totalement gratuit et c'est ouvert à tous, il suffit juste d'aller s'inscrire et de prendre rendez-vous sur leur site, et en gros vous aurez droit à une visite des lieux pendant 2 heures environ, où vous pourrez tester par vous-même les différentes catastrophes naturelles, comme les inondations, les séismes, les incendies, ou même encore les typhons, tout en apprenant comment réagir dans ce genre de moment. D'ailleurs, en parlant d'inondations, au moment où je tourne cette vidéo, Tokyo vient d'être frappé par une pluie torrentielle qui a causé des inondations majeures partout en ville. Alors heureusement pour nous, notre quartier il est situé un peu en hauteur, ce qui fait qu'on n'a rien eu du tout, mais les images qui tournent depuis hier sur internet sont assez choquantes, et je vous avoue que personnellement j'avais pas vu des inondations pareilles depuis le typhon Hagibis de 2019.
Et enfin, pour terminer, la préparation au Japon, elle repose aussi sur des mesures individuelles et familiales. Chaque foyer japonais, il est encouragé à posséder ce qu'on appelle un Bosai Ryuku, c'est-à-dire un sac d'évacuation contenant des fournitures essentielles, comme de l'eau, de la nourriture, des vêtements de rechange, une radio, des articles de premier secours. On peut soit se les préparer nous-mêmes, ou alors en acheter des tout faits sur internet. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait moi-même, pour en avoir des officiels, en plus de ceux qu'on avait déjà préparés par nous-mêmes, et j'espérais sincèrement les recevoir avant de tourner cette vidéo, mais le fait est qu'avec les annonces récentes et l'alerte qui a été donnée, je pense qu'un petit peu tout le monde s'est jeté dessus, parce que même sur Amazon, les livraisons, elles sont annoncées pour au plus tôt le 26 décembre. Autant vous dire qu'il faut pas être pressé. Et j'ai aussi reçu récemment de la part de l'arrondissement dans lequel on vit ce petit courrier avec un fascicule, si vous voulez, à l'intérieur, avec 9000 points à dépenser pour pouvoir acheter à notre guise différents produits ou objets qui pourraient nous manquer dans notre sac d'évacuation. Alors j'ai regardé, il y a pas mal de choses, que ce soit des lampes torches, des petites radios, des piles, des batteries à énergie solaire, on a aussi des bottes, des casques, de la nourriture, des boîtes de conserve, des bouteilles d'eau, du jus de fruits, plein de packs avec des choses pour les enfants et pour les bébés aussi, quand je vous dis que le Japon adore les enfants. Alors de ce que j'ai vu avec les 9000 points qu'on nous a donnés, on peut pas acheter non plus des dizaines de trucs, mais ça fait quand même très plaisir de voir ce genre d'action de la part du gouvernement japonais. Ensuite, en plus des sacs d'évacuation, on est aussi encouragé à sécuriser les meubles de la maison, avec ce genre de barres extensibles par exemple, pour éviter que les meubles nous tombent dessus, ou encore les petites gelées antidérapantes, vous en avez certainement déjà vu, qu'on doit mettre sous certains objets massifs comme la télé, l'électroménager, etc. pour donc préparer nos maisons et minimiser un maximum les risques. Moi par exemple, ces petites gelées, j'en ai mis absolument partout sur mon bureau, ce qui fait que mon moniteur, etc., littéralement, rien ne peut bouger. Tu peux le secouer dans tous les sens, ça bouge pas. Et tout ça, c'est un petit peu la résultante de cette épée de Damoclès dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a plein de petits réflexes dans la vie de tous les jours qui découlent, qui viennent de cette peur qu'il arrive quelque chose. Nous par exemple, on garde toujours les rideaux fermés pour éviter que les éclats de verre pénètrent dans la maison si jamais il venait à exploser. On a toujours une bouteille d'eau remplie dans la chambre aussi qu'on laisse fermer au cas où on y reste coincé pour avoir de quoi s'hydrater. On a aussi des chaussons dans la chambre au cas où il y ait des débris de verre sur le sol. On essaye toujours d'avoir nos téléphones chargés et près de nous. On stresse toujours d'être loin les uns des autres quand on entend le signal d'un séisme. Et d'ailleurs, il suffit d'aller sur le Twitter japonais pour se rendre compte que ça, c'est au niveau national que ça se passe. Parce que vraiment, tentez l'expérience, mais à la suite de n'importe quel tremblement un peu fort, tout le monde y va de son petit message sur Twitter pour s'assurer que tout le monde va bien. Faut comprendre que c'est vraiment une culture de la prévention qui est profondément ancrée dans la société japonaise, où chaque individu a un rôle à jouer dans la réduction des risques. C'est un système complexe et intégré qui va bien au-delà de la simple construction de bâtiments résistants. C'est un effort collectif, soutenu par des décennies de recherche d'innovation technologique et de pratiques communautaires. Et c'est aussi un exemple pour le reste du monde sur la manière de vivre avec la nature, même lorsque celle-ci est aussi imprévisible et dangereuse qu'elle peut l'être au Japon. Aujourd'hui, le Japon continue de se préparer activement pour l'avenir. Et bien que personne ne puisse prévenir exactement quand et où le prochain Big One frappera, le pays reste à la pointe mondiale et montre un engagement continu pour préserver des vies et minimiser les dégâts, un modèle que d'autres nations à risque pourraient suivre. Et alors pour finir, je vais rapidement vous parler de mon point de vue à moi, en tant que résident au Japon. Vivre au Japon depuis plus de 13 ans maintenant, ça m'a permis de découvrir et d'apprécier profondément tout ce que ce pays a à offrir. La culture, la sécurité, la qualité de vie et surtout la gentillesse des gens, c'est tout autant d'aspects qui m'ont fait aimer ce pays qui est depuis devenu le mien. Cependant, il serait totalement malhonnête de dire que tout est parfait. Et l'une des réalités les plus difficiles à accepter ici, c'est cette menace constante des séismes. Comme je vous l'ai déjà dit, je me souviens encore très clairement du séisme du 11 mars 2011. C'était une expérience bouleversante, non seulement à cause de la force du tremblement de terre lui-même, mais aussi de tout ce qui a suivi. Les jours qui ont suivi, ils étaient pleins d'incertitudes, de peur, d'une prise de conscience brutale de la fragilité de notre existence ici, et voir les dégâts, sentir l'inquiétude dans l'air, entendre les sirènes, et surtout réaliser que ça pourrait aussi arriver à nouveau, je vous avoue que ça, c'est un peu quelque chose qui vous marque à vie. Moi aujourd'hui, je suis marié, père de famille, et cette responsabilité que j'ai maintenant, elle change tout. C'est plus seulement moi qui suis concerné, mais aussi ma femme, ma fille. Le bien-être et la sécurité de ma famille, aujourd'hui, c'est vraiment devenu ma priorité absolue. Et c'est donc là que l'inquiétude s'installe, si vous voulez, parce que vivre avec la conscience que malgré tous les efforts et toutes les précautions, un séisme majeur, un big one, pourrait frapper à tout moment, ça,
c'est un peu un poids que l'on porte quotidiennement. Mais, et je sais que ça peut paraître paradoxal, cette inquiétude-là, elle me paralyse pas pour autant. Et au contraire, elle m'incite même à être encore plus vigilant, à me préparer au mieux et à m'assurer que ma famille, elle sache quoi faire en cas d'urgence. Pour rappeler, les bouteilles d'eau, les chaussons. Les mesures de prévention mises en place par le Japon, elles me rassurent. Et je suis convaincu que ce pays, c'est l'un des mieux préparés au monde pour faire face à ce genre de catastrophe. Les technologies antisismiques, les systèmes d'alerte, tout ça, ça contribue à créer un environnement où, malgré les risques qui sont réels, on peut tout de même vivre avec une certaine sérénité. Je sais que j'ai pas le pouvoir de contrôler la nature, mais on peut au moins bien se préparer. Et moi, je suis déterminé à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que l'on soit le plus protégé le jour où un séisme de cette ampleur arrivera. Parce que vivre au Japon, c'est aussi accepter cette dualité, profiter d'une vie riche, épanouissante, tout en étant conscient de tous ces risques. C'est un équilibre délicat, mais c'est aussi une preuve de résilience de la part des Japonais et de tous ceux qui, comme Fanny ou moi, ont choisi de venir vivre dans ce merveilleux pays qu'est le Japon.